L'actu de la semaine, votre rendez-vous du week-end. Bienvenue sur les antennes d'Azur TV. Une émission que nous allons démarrer évidemment avec les temps forts de l'actualité. De lundi dernier, lundi 31 mai, un jour qui marquait un tournant dans la campagne de vaccination dans notre pays et donc dans notre région. Il n'y a désormais plus de conditions pour se faire vacciner. Il faut simplement être majeur. Reportage à Coudoux dans les Bouches-du-Rhône de Lucas Licata-Caruso. Elle était attendue, la voilà. La vaccination ouverte à tous les Français majeurs a démarré aujourd'hui. Dans ce centre de vaccination de Coudoux, les jeunes primo-vaccinés ne cachent pas leur joie de retrouver comme un goût de vie d'avant, mais ils gardent en tête la nécessité de protéger les plus fragiles. C'est un peu comme un pass pour la liberté, pour pouvoir retrouver un peu une vie normale. C'est important d'aller se faire vacciner, de protéger les autres en même temps avec ce vaccin. Et pour profiter de l'été qui arrive aussi ? Oui, important de profiter de l'été parce que l'année dernière on a bien profité, mais cette année on a eu un peu un goût de frustration. Enfin moi pour ma part, on n'a pas fait grand chose à part travailler à la maison. Je vais pas vous mentir, c'est pour le pass sanitaire, au moins je peux faire ce que je veux, voyager et sans problème. Voilà. Il y a des choses de prévues pour les voyages, oui, voyager à l'étranger, en Amérique du Sud. Pour pouvoir voyager, pour protéger la famille, on a 2 petits-enfants à la maison, alors c'était important de se protéger aussi. Sans mentir, c'est sûr que c'est l'été, il fait chaud, on a envie de sortir et on sait que si on est vacciné, on aura plus facilement accès à un petit peu tout. Mais c'est aussi hyper important, pas que pour soi, parce que les 18 ans, parfois on est asymptomatique, mais c'est pour les autres, notre entourage, nos parents, nos grands-parents, nos proches, c'est important pour tout le monde de se vacciner. D'abord je pense à ma famille pour pouvoir les protéger et puis c'est sûr qu'il y a un autre aspect, c'est aussi pour avoir la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut entre guillemets. Depuis le début de la campagne vaccinale, 1 900 000 premières doses ont été injectées et le cap du million vient d'être dépassé pour les injections de seconde dose. Autre question que nous nous posions en début de semaine, mais où sont donc les touristes étrangers ? Ils sont habituellement très nombreux en ce début d'été, fin mai, début du mois de juin. Reportage dans le Var à Fréjus, très exactement, avec Claudia Olivier. Habituellement à cette époque de l'année, la clientèle étrangère représente plus de 50% des réservations dans ce camping de Fréjus. Cette année, seuls 4 emplacements sur 150 sont occupés par des touristes des pays voisins. Aujourd'hui, comment ça s'appelle en début de saison, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'étrangers. On a eu des Belges, on a eu des Hollandais, très peu d'Anglais. Vraisemblablement, ce sera plutôt dans la haute saison. Mais on a déjà à peu près une quinzaine de personnes, une quinzaine de familles, grosso modo, qui sont passées déjà sur les colocs depuis le 19 mai. Frontières fermées, pass sanitaire ou encore quarantaine, la crise a donc des conséquences. Flou sur les règles et les protocoles, il y a un vrai manque d'informations selon le directeur du camping. Tant qu'on n'a pas de protocole clair sur la venue des étrangers, ça ne sert à rien de communiquer sur quelque chose que de toute façon ils ne réserveront pas. On pense que les réservations des étrangers arriveront en toute dernière minute, s'il reste de la place, parce que les Français sont très demandeurs. Et on remplit énormément à l'heure actuelle avec la clientèle française. Dans cet hôtel, c'est le même constat, pas d'étrangers, mais la clientèle française vient compenser. On a l'habitude d'avoir une part de clientèle anglaise, allemande et également suisse. Donc cette part-là, on ne l'aura pas cet été. Elle est remplacée par des Français qui avaient l'habitude de partir à l'étranger et qui plutôt restent en France cette année. Mais pour le mois de septembre, c'est vrai qu'on peut craindre qu'il y ait une pénurie de cette clientèle-là, oui. Le 9 juin prochain, deuxième étape du déconfinement. Des touristes suisses sont attendus dans cet hôtel. En juin 2019, la clientèle étrangère représentait 32% des réservations dans les hôtels du Var, au moins 2 fois plus que cette année. Ce lundi 31 mai, c'était également la journée mondiale sans tabac, l'occasion de s'intéresser aux actions que mène la Ligue contre le cancer. Un chiffre qui est tombé d'ailleurs en début de semaine. La consommation de tabac a augmenté chez les populations les plus précaires. Une discussion que nous avons eue avec Gérard Vandenbulck, qui est le directeur général du comité de la Ligue contre le cancer dans les Alpes-Maritimes. Ces chiffres, on constate notamment chez les précaires une augmentation de la consommation du tabac. C'est une étude qui a été publiée aujourd'hui. Et vous le verrez dans le reportage qu'on a fait aussi, nous, de notre côté. Les gens avouent avoir beaucoup plus fumé pendant le confinement. J'imagine que c'est un diagnostic, en tout cas un état de fait qui vous inquiète.
Oui, tout à fait. De toute façon, le fait de rester chez soi donne du temps et pour un fumeur, il va passer son temps à allumer des cigarettes, c'est clair. C'est clair que le confinement n'a pas été une bonne chose. Alors, au niveau des chiffres, on est quand même toujours sur un cancer, le cancer du poumon, qui tue énormément, et la cigarette est la première responsable. Tout à fait. Écoutez, j'ai préparé 2-3 chiffres, si vous me permettez, juste pour placer le contexte. Le tabac tue 15 000 personnes par jour dans le monde. L'industrie du tabac fait 1 milliard de chiffre d'affaires par jour dans le monde. C'est-à-dire des gens font 1 milliard de chiffre d'affaires pour tuer 15 000 personnes. Ce qui représente 5,5 millions de personnes par an qui dans le monde meurent à cause du tabac, que ce soit par cancer ou par maladie cardiovasculaire ou autre. 5,5 millions de personnes qui meurent, pour vous donner une idée, parce que c'est beaucoup plus parlant, c'est 35 bombes d'Hiroshima qui tomberaient par an chaque année dans le monde. Ouais, donc, ça resitue la chose. Effectivement, les chiffres sont parlants. Comment expliquez-vous que malgré toutes les campagnes, le prix du tabac qui augmente, la cigarette reste ce fléau, notamment chez les jeunes? Les jeunes, c'est le... Si vous voulez, vous avez entendu la Ligue parler de dénormalisation du tabac. Si vous me donnez 2 minutes, je vais vous raconter une petite histoire qui est simple, qui est la mienne. Je suis né dans les années 50. Je voyais les adultes, c'est-à-dire mes parents. Je voyais les chanteurs que j'aimais bien. Je ne vais pas tous les citer, mais des très connus en France, Johnny Hallyday, des présentateurs de journal télévisé, Yves Mourouzi, des émissions de télé où tout le monde fumait. Tout le monde fumait. Jacques Chirac fumait. Une photo célèbre de Chirac, c'est avec la cigarette au bec. Donc pour un jeune, ça voulait dire quoi pour un jeune? Ça voulait dire pour devenir un homme, il faut que je fume. Oui, mais le discours aujourd'hui, c'est normal. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, même à la télévision, la loi E20 est passée par là aussi, on le sait très vite et très tôt que la cigarette est nocive. Tout à fait, mais il faut travailler, je crois, dans le temps. Il y a une génération, la nouvelle génération, il va falloir lui apprendre que ce n'est pas la normalité de fumer. Juste pour finir sur mon époque, il ne faut pas oublier qu'au service militaire, parce qu'il y en avait un, l'État nous offrait une cartouche de cigarette tous les mois. Oui, donc nous étions préparés à devenir des fumeurs. Bon, alors maintenant les jeunes, c'est là où il va falloir dénormaliser le tabac, et c'est pour cela que la Ligue contre le cancer, pour venir en appui à la loi E20, a mis en place des espaces sans tabac que les collectivités mettent en place ou pas, suivant leurs désirs. Lundi dernier, il y avait aussi une actualité plus légère. Elle concerne l'hivernage des abeilles sur la Côte d'Azur. Une convention a été signée par la ville de Mandelieu avec des apiculteurs. Reportage d'Alexis Ricard. L'hiver prochain, la ville de Mandelieu accueillera 450 ruches durant l'hivernage. Ce lundi, une convention a été signée entre la mairie et 3 apiculteurs. Ces derniers pourront amener leurs abeilles sur plusieurs terrains mis à disposition. Alors le principe est simple, donc ce sont des apiculteurs locaux qui ont leurs ruches, à qui nous mettons à disposition des terrains communaux, donc des terrains naturels, pour qu'ils puissent en installer plusieurs centaines. On commence par 450 ruches. La volonté, c'est d'arriver très rapidement à plusieurs milliers. Et ça, c'est pour les terrains qui nous entourent, des terrains vides. Et la prochaine étape, c'est de réintroduire les ruches en milieu urbain, sur le toit des immeubles, dans les bâtiments publics et même dans les cours d'école. Les abeilles hivernent plusieurs mois et cette baisse d'activité est importante pour la santé de l'essaim. Il faut les protéger l'hiver pour qu'elles démarrent au printemps avec des abeilles nouvelles, qui aient de la ponte pendant l'hiver, même si la reine s'arrête de pondre à un moment donné, ou pour moins. Et après qu'il y ait beaucoup de ponte au printemps et que les ruches soient fortes pour pouvoir faire de belles mielées. Mais ça permet d'avoir des colonies qui sont suffisamment puissantes pour pouvoir résister après par la suite de la saison à tout ce qui va venir les attaquer, quoi. Une quarantaine de facteurs contribueraient à la surmortalité de ces hyménoptères. Outre certains produits phytosanitaires, des maladies comme des virus ou le champignon Nosema, des parasites comme le varroa peuvent aussi anéantir une ruche. Un bon repos permet donc de renforcer l'immunité. La transhumance près du littoral, quant à elle, autorise une reprise d'activité plus tôt dans l'année et le butinage de fleurs précoces. L'enjeu, c'est de trouver des endroits où elles vont passer l'hiver tranquille, où elles n'auront pas besoin de forcer trop pour maintenir la ruche à bonne température
et pouvoir se nourrir correctement. Donc on cherche des endroits évidemment le plus chaud possible, où les fleurs démarrent un petit peu plus tôt, au printemps par exemple, où il y a encore des fleurs en automne comme l'arbouse, sur Mandelieu il y en a notamment. On a la température, un climat clément et pas de pesticides et des fleurs qui démarrent très tôt dans la saison parce qu'on est privilégié par la météo, quoi. L'hivernage des ruches à Mandelieu devrait commencer entre octobre et novembre prochain. Et avant de passer à l'actualité du mardi 1er juin, un dernier mot de la journée de lundi, puisque Manon Mujica s'intéressait aux actions de l'association Wings of the Ocean, une association qui organise durant tout l'été des opérations de dépollution, notamment dans l'étang de Berre, vous le savez, qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône. Le cadre invite au farniente, mais pas question de chômer pour ces bénévoles de l'association Wings of the Ocean. 5 fois par semaine, pendant 7 mois, ils opèrent des dépollutions de l'étang de Berre, comme ici, un ramassage de déchets sur la plage de la Romaniquette à Istres. Le polystyrène, c'est un véritable fléau parce que quand on le touche, il va se désagréger très facilement et on va se retrouver avec des minuscules grains de polystyrène qui sont extrêmement durs à trouver et à ramasser. Avec l'aide de volontaires, un premier tri est effectué sur place. Chaque mégot est compté, chaque catégorie pesée. Objectif, collecter les données les plus exhaustives possibles. Toute cette donnée, elle va être ensuite répercutée sur une plateforme qui s'appelle Remède. Et cette plateforme, en fait, va être accessible en open source par les scientifiques, par les communes, par différentes personnes, pour pouvoir expliquer soit des phénomènes de pollution ou regarder le problème plus en détail pour pouvoir appliquer des solutions. Débutée en avril dernier, la mission a déjà permis de ramasser 7 tonnes de déchets, aussi bien sur terre que sous l'eau, grâce au Saint-Amour, c'est le nom du voilier de l'association. Donc pour aller sur des plages qui sont difficilement accessibles par la terre, typiquement ici la petite Camargue qui n'est inaccessible autrement que en kayak par exemple ou en paddle. Nous, ça nous permet de récupérer des déchets à des endroits qui ne seront jamais récupérés. Et c'est pour ça qu'on agit avec les voiliers et puis ça nous permet aussi d'aller dans l'étang vraiment et de pouvoir plonger. Et de pouvoir récupérer des choses qui sont soit en surface, soit dans le fond de l'étang. La mission s'achèvera en octobre. D'ici là, Wings of the Ocean souhaite sensibiliser le plus large public possible et orienter les collectivités en faveur de la préservation de cette étendue, le deuxième plus grand étang salé d'Europe, loin d'être épargné par la pollution. L'actualité de mardi, à présent mardi 1er juin, une actu marquée par les révélations du journal La Provence, un couple de quadragénaires qui a été violemment agressé à Marseille, un déchaînement de violence totalement gratuit que vous racontez Valentin Rodriguez. C'est ici devant la cathédrale La Major qu'un homme de 45 ans a été sauvagement agressé sans aucune raison. Lundi soir dernier, Richard se baladait avec sa compagne dans le quartier quand 4 jeunes âgés de 19 à 23 ans se sont jetés sur lui et l'ont frappé à coups de poing, à coups de pied et même avec un madrier de chantier. Une agression qui a duré plus de 4 minutes selon une source bien informée qui a visionné la vidéosurveillance. Sa femme, elle, a pu s'échapper. Selon les infos de nos confrères de la Provence, l'homme laissé pour mort a souhaité tout de même rentrer chez lui dans le 16e arrondissement, mais son état était trop critique et il s'est empiré durant la nuit. Il a été pris en charge par les marins-pompiers à 4 h du matin. L'homme, toujours hospitalisé, aujourd'hui va mieux, après quelques jours de coma. Les 4 agresseurs ont été arrêtés ce vendredi soir par la BAC au boulevard Schumann, grâce notamment à l'aide précieuse des images de la vidéoprotection qui ont pu identifier la voiture de l'un d'entre eux. Écoutez la réaction de Rudy Mana, secrétaire départemental Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône, qui insiste sur le rôle capital de la caméra de surveillance. Il y a eu un travail de fond effectué qui s'est super bien passé, puisque les collègues de la BAC Centre ont mené une enquête vraiment approfondie d'investigation avec les caméras. Et une fois de plus, on se rend compte que les caméras de vidéoprotection sont ultra utiles pour la sécurité. Il va falloir que certains maires qui sont contre ça reviennent en arrière, parce que c'est catastrophique si on nous lève les caméras. Et ce travail d'investigation a permis d'interpeller 3 jours après, c'est tous les auteurs de ces violences abominables.
Selon Rudy Mana, l'un d'entre eux aurait déclaré lors de sa garde à vue « Je voulais me massacrer quelqu'un ». Le quatuor, au moment des faits, aurait été sous l'emprise de protoxyde d'azote. Les 4 agresseurs ont été mis en examen et écroués. Mardi toujours, la ville de Toulon et la métropole présentaient leur dispositif de surveillance des plages. C'est un sujet de Thomas Bernabé et Marion Colangelo. Les beaux jours sont de retour et les plages prises d'assaut. Comme chaque année, 34 sapeurs-pompiers assurent désormais la surveillance de la baignade sur le littoral de la métropole. 12 postes de secours répartis de Toulon au Pradé. Ça part déjà sur des actions de prévention, puisque nous traversons la crise sanitaire et nous y sommes toujours dedans. Donc c'est répondre à la population sur les dispositifs et les arrêtés du maire, notamment sur la promenade, savoir si nous devons porter le masque et continuer les gestes barrières, puisque la crise sanitaire est toujours là. Ensuite, c'est répondre aux blessures du quotidien, notamment les méduses, les piqûres, les petits coups de soleil. Aussi, il y a la noyade et il y a aussi l'assistance à des embarcations légères qui pourraient dériver lorsqu'on est en période de vent. L'été dernier, les sauveteurs ont réalisé 2000 prises en charge pour 90 hospitalisations. Après 2 confinements et une année de privation, les sauveteurs sont sur leur garde. On s'attend à une influence importante, sachant qu'après, on ne pourra pas les mettre les uns sur les autres. La plage, elle est quand même définie, elle a ses limites. Et on s'attend à avoir une période avec une forte affluence. Si les sapeurs-pompiers sont en première ligne, des policiers municipaux et nationaux ainsi que des agents de sécurité privés font également partie du dispositif. Mardi, toujours mardi 1er juin, une date synonyme de la fin de la trêve hivernale, ce qui fait craindre aux associations une recrudescence d'activités, des associations comme les Restos du Cœur ou encore le Secours Populaire. C'est le cas également de la Fondation Abbé Pierre. Nous nous sommes entretenus avec son directeur pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Florent Houdemont. Est-ce que vous avez une idée des chiffres et de la réalité que vous risquez de découvrir à partir de demain dans notre région ? Alors oui, on a des chiffres qui sont chaque année beaucoup trop de personnes, ça se compte en milliers dans notre région, beaucoup trop de ménages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après la région Île-de-France, on est une des régions qui a les coûts du loyer le plus élevés, mais avec des revenus moindres qu'à Paris. Et du coup, on se retrouve à avoir les territoires où le taux d'effort des ménages est le plus élevé de France, comme les Alpes-Maritimes notamment, c'est-à-dire la part qu'un ménage doit consacrer de ses revenus pour se loger. On peut rappeler brièvement ce qu'est la trêve hivernale et ce qu'elle induit une fois qu'elle s'achève finalement. Qui est concerné ? Alors c'est en fait l'ensemble de locataires qui sont menacés d'expulsion peuvent bénéficier de cette trêve et du coup l'intérêt c'est vrai c'est que là on avait plus de 18 mois en raison de la crise sanitaire, c'est très inhabituel de trêve prolongée, on peut s'en féliciter sauf que le risque c'est qu'une année normale c'est plus de 15 000 expulsions sèches avec le concours de la force publique et donc là avec un effet de rattrapage c'est 30 000 ménages, 66 000 personnes ça ferait comme vous l'avez bien dit. Et ça peut arriver à n'importe qui. Nous, les ménages qui viennent nous voir, en réalité, c'est alors beaucoup de familles monoparentales parce qu'elles dépendent que d'un seul revenu. Et du coup, le premier accident, une perte d'emploi, un décès dans la famille, une dépression, et très vite, on bascule dans des impayés de loyer. Pardonnez cette question un peu idiote, mais que deviennent-ils une fois qu'ils sont expulsés ? Est-ce que vous, Fondation Abbé Pierre, vous leur proposez, par exemple, des solutions de relogement, des foyers ? Il y a parfois des enfants, j'imagine aussi ? Alors oui, très souvent, j'ai dit une famille monoparentale, c'est très souvent avec enfants. Effectivement, nous, on accompagne le maximum de ménages qu'on peut, notamment en justice pour faire leurs droits. Ce qu'a dit le gouvernement là, c'est pas d'expulsion sans solution d'hébergement ou de relogement, sauf qu'on sait qu'en territoire tendu, ça va être compliqué et que l'hébergement, il faut comprendre qu'une famille à l'hôtel, ça va quelques jours. Mais très rapidement, en plus, on a des fins de prise en charge à l'hôtel, des retours à la rue, et puis on ne peut pas s'y faire à manger, on ne peut pas élever ses enfants. Donc en temps normal, on essaye de se retourner vers la solidarité familiale, sauf que là, on voit bien, avec cette crise sanitaire, on a du mal à faire venir des gens chez soi, fussent-ils des proches, et puis là encore, ça ne va qu'un temps. Donc nous, ce qu'on voit, c'est autant de drames humains, mais horriblement déstructurants pour les familles concernées, qui basculent parfois avec enfants à la rue, et donc c'est pour ça qu'on demande des mesures fortes pour s'y opposer. Un portrait de sportif à présent. Nous vous présentions Nicolas Navarro qui va représenter la France aux Jeux Olympiques de Tokyo qui vont se dérouler cet été. Nicolas Navarro, athlète aixois, qui va tenter de gravir une montagne puisque c'est l'une des disciplines reines dans laquelle il s'est engagé, le marathon. Manon Mujica. Avec une allure de 20 km/h, il ne passe pas inaperçu.
Après tout, Nicolas Navarro n'est pas monsieur tout le monde. L'Aixois représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. À 2 mois de l'échéance, le marathonien attaque la dernière ligne droite de sa préparation. Ça représente des semaines à un peu plus de 200 km d'entraînement. Donc tous les jours, c'est du bi-quotidien, le matin et le soir, avec soit des séances sur piste comme aujourd'hui, le mardi et le jeudi, et des sorties beaucoup plus longues jusqu'à 40 km le dimanche généralement. Fan de vélo, le jeune Nicolas rêvait davantage du Tour de France que des Jeux Olympiques. Mais une mauvaise chute a stoppé net ses espoirs. Il découvre la course à pied sur le tard à 21 ans et enchaîne les performances, dont un record personnel de 2h09 au marathon de Valence. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Nicolas s'est hissé au plus haut niveau. Demain côte derrière ? Ouais, ça passera ? Oui. Ouais. Une fierté pour le club d'athlétisme d'Aix-en-Provence dont il est licencié et pour son coach également. C'est un événement unique qui se passe, donc il y a beaucoup d'entraîneurs qui connaîtront jamais le haut niveau avec un travail en duo avec un athlète. Donc il faut savoir profiter et savourer ces moments et essayer d'en tirer le maximum pour l'athlète évidemment. En tirer le maximum, même si la concurrence reste élevée et les chances de décrocher une médaille plutôt minces. Le marathon, justement, c'est une épreuve de... On sait qu'il faut rester humble et tout peut arriver, mais il faut savoir rester à sa place aussi. Et, on sait qu'on n'est pas les meilleurs mondiaux, donc il va falloir rester prudent. Et si je peux faire un top 30, ça sera très bien. Nicolas Navarro s'élancera le 8 août prochain depuis la ville de Sapporo, au nord de l'archipel japonais, pour ce qui sera sans doute la course la plus importante de sa vie. Et enfin, toujours mardi, nous découvrions ensemble cette escape game imaginée par l'association G-Addiction qui travaille essentiellement dans les Alpes-Maritimes, mais qui désormais sillonne toute la France avec ce jeu d'aventure proposé aux collégiens ou aux lycéens autour de la protection de l'environnement. Reportage dans un collège pour les besoins de ce sujet, signé Marie Giusto. Des salles de classe totalement transformées, une pièce pour les conférences de l'ONU, un espace naturel inspiré du parc du Mercantour, un laboratoire de recherche, une mer polluée, le collège Don Bosco s'est transformé en immense terrain de jeu autour des conséquences du dérèglement climatique. Les récifs coralliens abritent 30% de la biodiversité marine. Mais disparaîtront si le réchauffement climatique dépasse 2%. Alors tu vas pouvoir ouvrir le coffre. Donc 30%, ça vous paraît beaucoup ou pas? Ouais. C'est énorme, un peu quand même, ouais. Sous forme d'escape game, ces élèves de 4e doivent trouver des indices et répondre aux énigmes, une manière ludique d'apprendre et d'être sensibilisés à la transition écologique. Pour tous ceux qui vont vivre dessus, eh bien leur maison elle disparaît, même chose. Imaginez, on prend un bulldozer, on rase tout. Appris des éco-gestes, que ça impacte sur le monde. Donc du coup, elle nous a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire chez nous et pour protéger la biodiversité, l'environnement et la mer. Elle nous a montré les nombreux dangers pour la biodiversité et les divers moyens pour la protéger. Comprendre et apprendre les éco-gestes, l'objectif faire de ces jeunes des acteurs de la transition écologique. Vous avez un volet préservation de la biodiversité. On apprend ici à respecter la biodiversité marine, la biodiversité locale. Ensuite, il y a un volet apprendre à consommer moins et mieux, des productions locales, des fruits et légumes de saison qui font travailler nos agriculteurs ici chez nous. Et ensuite, vous avez un volet transition écologique. Donc c'est complet. Les jeunes apprennent les 10 éco-gestes qu'ils peuvent mettre en place dès demain. Donc c'est clair, c'est facile d'appropriation et puis dès demain, ils peuvent enclencher le mouvement. À la fin de l'année scolaire, 2000 élèves auront été sensibilisés dans le département des Alpes-Maritimes. Dans l'actualité de mercredi dernier, à présent, nous évoquions les chiffres de la Covid-19 qui sont au plus bas dans notre région. Certains villages ont même vu le virus quasiment disparaître. C'est le cas de Saint-Césaire-sur-Siagne dans les Alpes-Maritimes où s'est rendue Claudia Olivier. À Saint-Césaire-sur-Siagne, sur les hauteurs de Grasse, le virus a quasiment disparu. Un vrai soulagement pour la pharmacienne du village. Pour le moment, on a encore quelques cas contacts, mais voilà, des cas contacts, des cas Covid, mais beaucoup moins qu'il y a déjà un mois.
Une dizaine de cas graves a été recensé parmi les 4000 habitants au plus fort de l'épidémie. Le taux d'incidence est monté jusqu'à 400. Même si le pire semble passer, le maire reste sur ses gardes. On n'est pas encore arrivé à plus de 60, 70 ou 80%, comme disent certains scientifiques, pour avoir l'immunité collective et le taux de vaccination. Il faut absolument, même à l'extérieur, il faut soit avoir le masque, soit respecter la distanciation. Depuis 2 mois, le nombre de cas Covid dégringole dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, le département ne compte plus que 27 cas pour 100 000 habitants. Une situation épidémique qui connaît une nette amélioration. C'est un peu difficile de trouver vraiment une raison unique. Effectivement, après, il y en a probablement un ensemble de raisons et c'est difficile d'être certain aussi de ces raisons, mais je pense qu'effectivement, c'est un faisceau de raisons. Il y a en grande partie probablement la vaccination. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence est à présent au plus bas. Le département est aujourd'hui l'un des moins touchés par le virus. Une autre bonne nouvelle, toujours dans l'actualité de mercredi, c'est le rachat de l'Après-m par la mairie de Marseille. L'Après-m, c'est ce restaurant solidaire dans les quartiers nord de la cité phocéenne qui a remplacé le McDonald's de Saint-Barthélemy, qui était devenu l'emblème d'une lutte sociale de la part de ses salariés. Reportage de Yentel Criado. J'ai eu au téléphone avant-hier le président de McDonald's France pour lui indiquer la décision de la ville d'acheter le McDonald's. L'annonce a entraîné une explosion de joie. La ville de Marseille rachète l'ancien McDonald's de Saint-Barthélemy dans les quartiers nord. Après sa liquidation judiciaire, le site s'était transformé en restaurant social et solidaire grâce à la mobilisation des associations et des riverains. Toujours menacée d'expulsion par le propriétaire des lieux, la mairie a décidé d'agir. Benoît Payan est venu ce matin sur place pour annoncer le rachat. Il veut en faire un lieu de création d'entreprises solidaires. C'est un projet qui va créer de l'emploi, qui va créer de la solidarité, qui va montrer qu'un projet économique et social peut être pérenne dans ces quartiers quand les habitants de ce quartier prennent en main leur destin. Grâce à cette aide, les bénévoles espèrent poursuivre leurs actions solidaires, notamment le Fast Social Food. Je rappelle que le Fast Social Food, c'est un des rares fast-food où on pourra venir manger en fonction de ses revenus et non pas en fonction du prix du menu. Donc ce projet-là continue et on continue à y travailler. Et d'ici que le restaurant se met en route, nous avons un certain nombre de projets que nous allons continuer à développer. Les jardins partagés, donc un petit bout, l'expérimentation est ici. Les poulaillers nourriciers dans les cités, il y a quelques poulaillers qui se mettent en route. Dans cet arrondissement de Marseille, où le taux de pauvreté dépasse les 40%, l'Après-m distribue également des colis d'aide alimentaire chaque semaine. Des œufs à donner, qu'on les garde bien frais, les dattes, des croissants. Il y en a même des lundis, il y a 1500 personnes qui viennent. Et même s'il ne nous reste rien, on donne tout ce qu'on a ici. À 24 ans, Diana est une ancienne bénéficiaire devenue bénévole. Pour la jeune femme, l'annonce du maire de Marseille ce matin est un vrai soulagement. Pour moi, ça change tout parce que moi aussi, j'étais en galère. Moi aussi, j'étais en galère et je sais qu'est-ce que ça veut dire pour ces familles-là qui ont besoin. Une opération à plus de 600 000 € pour la ville de Marseille. Le rachat du site devra être voté lors du prochain conseil municipal, le 9 juillet prochain. Et mercredi toujours, nous accueillons sur ce plateau le nouveau président des laboratoires Arco Pharma, Éric Panigel. Arco Pharma, qui est un poids lourd de la phytothérapie à l'international. 40 ans d'existence et un siège social qui n'a pas bougé de carrosse. C'est dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va évoquer l'histoire de l'entreprise, son positionnement, spécialiste de la phytothérapie, des compléments alimentaires, avec évidemment une dimension naturelle. C'est une success story locale aussi, puisque vous êtes toujours installé à Carrosse, dans la plaine du Var, c'est dans les Alpes-Maritimes. Vous exportez partout sur la planète. On va évoquer les perspectives de l'entreprise. Mais j'ai quand même une question sur la crise
que nous venons de traverser. Vous proposez des solutions sur le sommeil, le stress, l'angoisse, des solutions qui plus est naturelles, c'est dans l'air du temps. Ça fait plusieurs décennies que vous travaillez sur ces questions-là. Est-ce que vous avez profité de la crise? Pardonnez cette question, mais on imagine que alors, j'allais dire vous avez eu... D'une certaine façon, oui. En tous les cas, sur le sommeil, la réponse est clairement oui. Effectivement, le marché du sommeil a beaucoup augmenté, quels que soient les marchés. En France, à l'international, c'est des marchés qui ont fait entre 15 et 20% de croissance. Et donc, on a une marque qui s'appelle Arco-Relax, combinaison de plantes et mélatonine. Et on a effectivement beaucoup bénéficié de cette croissance de marché. Alors, c'est un marché parmi d'autres. Et effectivement, la difficulté de la crise, finalement, c'est la disparité des tendances marché par marché. Vous avez des marchés qui ont explosé, comme le sommeil. Vous avez les marchés sur l'immunité qui ont beaucoup augmenté. Mais vous avez aussi des marchés qui ont beaucoup baissé. En Espagne, par exemple, on est le leader de tout ce qui touche à la minceur. Je peux vous dire que l'année dernière, les femmes espagnoles n'allaient pas sur la plage, ne pensaient pas à tous les produits minceurs, et le marché s'est effondré. L'ORL, c'est pareil, la gastro, c'est pareil. Donc, on a eu des plus, on a eu des moins, mais le sommeil est clairement un plus. Alors, est-ce que globalement, du coup, cette année 2020 reste positive pour vos laboratoires ? Alors, l'un dans l'autre, on a fait une bonne année 2020. Alors, j'allais dire, comme tout le monde, quand le premier confinement est arrivé au mois de mars, tout le monde était inquiet. Mais finalement, on a fait plutôt une bonne année. Nos clients premièrement, nos clients sont restés ouverts, les pharmacies. Les consommateurs ont acheté certains produits en quantité. On a parlé du sommeil, on a parlé des produits sur l'immunité. On a d'autres marques qui ont beaucoup marché. Et l'un dans l'autre, on a fait une année qui était une année de croissance. Donc, on a fait 3% de croissance, un peu plus de 3% de croissance, à quasiment 184 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on peut dire qu'on a fait plutôt une bonne année. Et je vais dire, par rapport à beaucoup d'autres secteurs, on peut pas. Oui, voilà. Bon, c'est un point positif et ça rejaillit évidemment sur notre économie locale parce qu'on parlera des emplois. On va revenir sur la question du sommeil parce qu'on s'y est intéressé. Stéphanie Mossman s'y est intéressée. On regardera un extrait de son reportage, son magazine qu'elle avait consacré à la question du sommeil. Et elle était venue vous voir dans les labos Arco-Pharma à Carros. Mais d'abord, peut-être pouvez-vous nous rappeler l'histoire, l'ADN des laboratoires Arco-Pharma, puisque c'est une entreprise du cru qui rayonne à l'international et qui a donc une spécialité, le produit naturel. Finalement, cette société a été créée en 1980, donc il y a un peu plus de 40 ans, par un entrepreneur de génie, Max Romby, qui était vétérinaire à la base de son état, mais qui a créé le laboratoire avec une idée simple, c'est soigner par les plantes. Et lui, sa grande idée, au début, en tous les cas, au démarrage du labo, ça a été quelque part de reproduire le côté herboristerie en le standardisant, en l'amenant à une qualité qui soit constante, en proposant des formes galéniques qui soient facilement absorbables par tout le monde. Et donc, il a travaillé sur la gélule, il a travaillé sur l'ampoule, il a travaillé sur le comprimé. Et effectivement, on est devenu assez rapidement la première société en France de phytothérapie et la première société en Europe de phytothérapie. Donc, le métier d'Arco-Pharma, effectivement, c'est de soigner par les plantes. Et on a à peu près 140 plantes qui sont travaillées dans le laboratoire. Un grand nombre sont des plantes bio. On essaye de travailler sur du sourcing principalement français, européen, mais il y a quelques plantes. Si vous prenez l'Arpagophytum, on est obligé de l'acheter en Namibie, par exemple. Voilà, donc ça c'est le métier d'Arco-Pharma. Et depuis, on s'est étendu sur tout ce qui touche au complément alimentaire naturel, puisque c'est la raison d'être finalement du laboratoire. Et on a une expertise qui est unique, je dois le dire. Alors avant de parler de la provenance justement des plantes, et peut-être que vous nous citiez quelques exemples qui vont vous parler, c'est certain. Un mot sur les collaborateurs. Combien de collaborateurs à travers la planète, et peut-être plus spécifiquement dans les Alpes-Maritimes? Alors, Arco-Pharma, c'est à peu près 1100 collaborateurs, donc partout. On a effectivement, le site le plus important est à Carros, puisqu'à Carros, on a un centre de R&D, on a un centre de production, on a un centre logistique qui distribue tous les pays européens et on a aussi les bureaux. Donc sur le site de Carros, vous avez quasiment 700 personnes qui sont à Carros. Alors pendant la période du Covid, c'est un peu moins puisqu'on avait beaucoup de gens en télétravail, mais c'est 700 personnes, dont entre 300 et 400 entre la production et la logistique, le reste étant dans les bureaux. Ça fait de vous une des plus grosses entreprises du département. Alors, je ne sais pas quel est notre classement exact, mais je sais qu'on est dans les plus gros, effectivement, employeurs du département. Il y a Amadeus aussi qui est... Amadeus, je crois, le numéro 1, je crois qu'on est le numéro 2, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tous les cas, on fait partie des plus gros employeurs des Alpes-Maritimes, et effectivement, depuis un certain temps, 40 ans d'existence. Forcément, et vous n'êtes jamais parti d'ici, malgré les tentations, ça on peut le signaler aussi. On a fait même un petit peu on a joué un petit peu la carte inverse. On avait des sites de fabrication il y a 6 ans, on en avait un en Irlande, un en Italie, on a tout rapatrié sur Carros. Donc j'allais dire, c'est plutôt le contraire.
on n'a fait que du français finalement, alors qu'avant on était plutôt un peu plus européen. C'est une bonne nouvelle pour nous. Les plantes, alors quelles sont les plantes stars, entre guillemets, de votre production? Vous en avez plus de 140, mais... On a des plantes stars. Alors, on n'a pas que des plantes, mais on a des plantes stars. La valériane, par exemple, est une plante star. On l'achète dans le Maine-et-Loire. On a la vigne rouge qu'on vend beaucoup. On l'achète en partie dans l'Hérault et dans les Pyrénées-Orientales. Donc, on achète beaucoup, en fait, en France. Tout ce qu'on peut sourcer en France, on le source. Certaines plantes sont achetées en Europe et certaines plantes sont des plantes soit qui peuvent venir d'Asie, d'Afrique, selon leurs bénéfices thérapeutiques, leurs origines. Mais enfin, voilà, oui, c'est un petit peu ça. Et cette semaine, nous avons également découvert cette borne virtuelle qui vous permet de faire du sport. C'est du côté de Mandelieu. C'est une première en France et Sébastien Serrano a testé tout ça. Sur les bords de la Siagne, un nouvel accessoire est venu s'intégrer au paysage. Une station digitale avec un coach sportif virtuel. Cet équipement sportif inédit est constitué d'une borne tactile connectée qui propose des séances de sport de 15 minutes en plein air. Alors, très simple d'utilisation. Je choisis 1, 2 ou 3 sur le niveau, suivant mes capacités. Le coach virtuel arrive, il va nous proposer un échauffement. Voilà, l'échauffement qui va durer ce temps-là. Une fois que l'échauffement est terminé, pendant 15 minutes, donc on part sur la séance. Et à chaque fois qu'il va nous montrer l'exercice, on aura dans un petit carré l'exercice suivant, qui va s'afficher également en bas sur l'écran. On peut venir à n'importe quelle heure, il n'y a pas de séance, c'est en totale liberté. Effectivement, le coach, il est dans la boîte, il n'y a plus qu'à le suivre. Vous voyez, son dos est bien gainé, donc il suffit d'être en appui, une belle planche, et puis lui il se déplace et il pompe bien sûr, il monte le niveau de son corps comme il doit le faire, en bas, en haut, en bas, en haut. Des cours de sport gratuits en plein air et accessibles à tous à partir d'une borne connectée, c'est une grande première en France. L'occasion de rappeler l'investissement de la commune de Mandelieu en matière de sport et de loisirs. C'est une ville de sport, c'est une ville de nature et les villes, les territoires publics doivent être des laboratoires d'expérimentation pour toutes les sociétés. On doit innover, on doit se remettre en question sans arrêt et se toujours se demander ce qu'on peut apporter en plus. Et dans ce cadre-là, avec Airfit, nous avons lancé cette nouvelle innovation en espérant qu'il y en aura beaucoup d'autres. Accessible à tous les publics, la borne a déjà ses premiers fans. Des jeunes sportifs de la base de loisirs voisine se sont eux aussi prêtés au jeu et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce cours de sport 2.0 est validé. C'est unique de voir un écran comme ça qui nous fait faire du sport, avec en plus une espèce de station, on va dire, de sport. C'est super, quoi. Surtout que c'est une des premières en France. J'ai vu quand ils étaient en train d'installer ça, c'était une des premières en France. Je crois que c'est une très bonne idée. Pour moi, c'est bien pour le fitness et tout ça. L'autre espace Airfit de la ville sera prochainement équipé du même dispositif. L'occasion pour monsieur le maire de se remettre au sport. Il faut que je m'y remette vraiment sérieusement. Il y a le coach. Il y a le coach, voilà, ils attendent plus que moi. D'ailleurs, j'ai senti qu'il y avait du défi dans l'air. Et avant de passer à la journée de jeudi, un dernier crochet par le Var et le port de Sifour, où ce mercredi, des jeunes lycéens étaient invités à participer à une grande opération de dépollution. Marion Colangelo. Triste état des lieux ce matin dans le port de Sifour. Des matelas, du plastique, des bouteilles. Des pneus aussi. Ouais, des pneus et beaucoup de ferraille. Une moto aussi. Ouais, une moto. Ces jeunes du lycée professionnel de la Coudoulière participent à une action menée par l'association l'Odyssée Bleue. Objectif, sensibiliser la jeunesse aux enjeux environnementaux. Il faut qu'ils aient un état des lieux de ce qui est actuellement dans l'eau et quels sont les enjeux. Nous, adultes, on n'a pas pris forcément les bonnes décisions. On a raté quelque chose, puisque ces opérations, on pourrait en faire toute la côte, on en sortirait tout le temps. Donc, ça veut dire que là, actuellement, on n'est pas en phase avec notre planète. Si on veut perdurer sur cette planète, si on veut être en adéquation avec la faune, la flore et notre environnement, il va falloir changer vraiment le cap. Mission accomplie pour l'association, les lycéens prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer. La mer est très polluée. Ouais, on s'en rend pas compte en fait. Ouais. Les déchets, on les jette et au final, ça atterrit dans la mer. À notre âge déjà, on voit ce que ça donne, la pollution. Donc on va essayer de faire... on va évoluer pour l'avenir peut-être. Pour rappel, la mer Méditerranée est la mer la plus polluée au monde, avec près de 200 000 tonnes de plastique déversées dans ses eaux chaque année.
Jeudi 3 juin à présent, et dans l'actualité, cette grosse frayeur à Sénas dans les Bouches-du-Rhône. Un homme s'est retranché durant plusieurs heures dans sa jardinerie. Il menaçait de faire exploser le bâtiment. Valentin Rodriguez. L'homme est resté dans cette jardinerie pendant 3 heures. 3 heures durant lesquelles l'individu menaçait de faire exploser le bâtiment avec des bidons et du matériel inflammable qu'il avait dispersé à l'intérieur. Après de longues négociations, le forcené a été interpellé par les forces de l'ordre. Nous avons réussi à l'interpeller sans incident, sans blessé, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. L'ensemble du dispositif a fonctionné. Nous avons été obligés de couper l'autoroute A7 dans les deux sens, de faire évacuer une 50aine de personnes qui étaient présentes dans la zone de risque autour de cette habitation. Et désormais, l'autoroute est rouverte. L'ensemble des personnes qui sont dans le périmètre de sécurité vont pouvoir réintégrer leur domicile. Et désormais, c'est à l'enquête judiciaire de déterminer les suites à apporter à cet événement. Un périmètre de sécurité a été mis en place ce matin à 10h, après que la mairie de Sénas ait été alertée qu'un individu menaçait de mettre fin à ses jours de manière violente. L'homme, d'une 50aine d'années, traversait une situation personnelle difficile. C'est un auto-entrepreneur qui a perdu une bonne partie de sa clientèle, qui aussi a perdu du coup son épouse par un divorce, puis tout ce qui s'ensuit. Donc on va dire une descente un peu aux enfers pour lui. Donc quelqu'un qui était au bout de sa vie, hein, des fois on le dit, mais là c'est une vraie réalité. Donc quelqu'un qui avait besoin de faire quelque chose pour se faire entendre. Le maire de la commune a également demandé une coupure de l'électricité dans le quartier. Elle sera bientôt rétablie pour les 800 personnes affectées par cette interruption. Le procureur de la République de Tarascon est désormais chargé de l'enquête. Dans les Alpes-Maritimes, où en sont les vallées sinistrées après le passage de la tempête Alex? C'est une question que s'est posée Claudia Olivier. Et pour y répondre, elle s'est rendue dans la vallée de la Tinée, une vallée qui accueille habituellement beaucoup de touristes durant l'été. Mais vous allez le voir, il reste encore beaucoup de travaux à faire, notamment sur les routes. Je me prends quelques poivrons, de la salade. Fleuriste dans la vallée de la Tinée, Valérie et son fils ont retrouvé une vie presque normale. Même s'il y a 8 mois, ils ont évité le pire. Nous, on est resté quand même bloqués 2 jours sur place. Moi, j'habite pas sur place, j'habite sur Nice. Et donc, on est resté bloqués 2 jours quand même. Mais c'était surtout compliqué au niveau de la circulation, je pense. Ces derniers mois, 7,3 millions d'euros de travaux ont été engagés pour rétablir la route. Des travaux dont certains habitants ne voient pas le bout. Il y a eu des blocages, la route a été bloquée. Moi je faisais les études pour descendre au lycée et tout, c'était un peu... on a été bloqué quoi. Déjà tout le temps devant la fenêtre, en dessous le pont, tout ça, donc on vit au rythme des travaux, absolument. Et au rythme de la première pluie qui vient à tomber, on a peur aussi, mais enfin ça marche très bien. Du côté de la métropole qui gère les travaux, on espère terminer les chantiers début septembre. Là, on a à peu près terminé 8 chantiers sur les 13 qui devaient être réalisés. Les 5 en cours, vous le voyez, ce sont essentiellement des travaux de finition. En attendant, le maire de Clans s'inquiète pour la saison estivale. Les chemins de VTT, piétons passent par là et tout ça est interdit. Donc les touristes qui viennent marcher, on aura des problèmes encore cette année. La réhabilitation des sentiers de randonnée ne sera pas achevée avant cet été. Évidemment, jeudi, nous sommes revenus avec l'un de nos invités sur la panne géante qui a touché les numéros d'urgence dans notre pays. Des désagréments contrôlés dans notre région, dans nos 3 départements, le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Entretien avec Éric Brocardi, niçois d'origine et président de la Fédération française des sapeurs-pompiers. Quel constat vous faites, vous, ce soir, à presque 24 heures après le début de cette panne? Ce qu'on constate, c'est, comme l'a évoqué mon collègue à l'instant des Alpes-Maritimes, c'est qu'on a la capacité au niveau des sapeurs-pompiers, comme les autres forces d'urgence, d'avoir une réponse dans une situation dégradée, c'est-à-dire automatiquement essayer d'apporter le meilleur confort possible pour quand même essayer de perdurer avec un service de secours, quel qu'il soit, que ce soit pour nos collègues de la police, du SAMU ou des sapeurs-pompiers, qui puissent toujours et répondre au présent. Et tout ça sous l'articulation de la préfecture, qui évidemment a su coordonner en étant l'organe opérationnel lié avec l'État et le centre interministériel des crises, pour permettre de mettre en application des numéros à 10 chiffres
en fonction de si on a besoin du SAMU, des sapeurs-pompiers ou de la police. Donc l'intérêt, il était effectivement de pouvoir apporter une continuité dans la réponse la plus proche et la plus maximale possible. Est-ce que vous avez des remontées des casernes, alors pas des chiffres, mais est-ce qu'on a constaté qu'il y avait moins d'appels qu'à l'accoutumée? Alors je ne sais pas si on peut s'exprimer vraiment comme ça, si vous avez une idée du nombre d'appels reçus par jour par les casernes, mais est-ce que dans le trafic, les pompiers ont ressenti qu'il y avait un problème? J'ai malheureusement pas eu le temps de faire l'ensemble des départements de France pour essayer de voir ce qu'il en était au niveau des réceptions d'appels, mais néanmoins il y a une attitude, évidemment. On a essayé au travers des messages sur les réseaux sociaux délivrés par les différentes préfectures de France et les services départementaux d'incendie et de secours de limiter les appels et de ne procéder à des appels uniquement en cas de situation d'urgence. Et c'est comme dans tout système, quand vous avez par exemple une situation de guerre comme on l'a vécu au début de la crise sanitaire, quand on a une situation à un moment donné de crise terroriste ou quoi que ce soit, il y a une temporalité qui permet à un moment donné de recentrer, de reconcentrer vraiment la personne sur le besoin, oui ou non, si en termes d'urgence et de non-urgence, pour procéder à un appel vers le secours. Donc c'est effectivement, ça s'est passé pendant la nuit, donc on sait pertinemment que pendant la nuit, il y a un fléchissement des interventions. Donc malheureusement, c'est vrai que en parallèle de cela, nous avons eu des départements en France comme la Seine-et-Marne qui ont été touchés par des intempéries. Ça a été une articulation difficile pour l'ensemble des salles opérationnelles des services départementaux d'incendie et de secours pour permettre justement cette continuité-là malgré justement les tensions, malgré à un moment donné les risques naturels qui se sont aussi abattus sur certains départements. Donc tout ça, il fallait jouer avec tout simplement la réponse de l'humain derrière les téléphones, puisque vous le voyez très bien à l'image aussi, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent répondre aujourd'hui quotidiennement 24 heures sur 24 aux appels 18-112. Mais aussi dans les autres structures du SAMU et de la police, ce qui permet globalement, comme l'a encore expliqué mon collègue, d'avoir une réponse de soutien dans une situation dégradée, renforcer les centres de secours, procéder à des choses basiques comme tout simplement mettre du personnel en plus dans les casernes qui va devenir à un moment donné un réceptacle de mots et de besoins des gens d'un point de vue physique et non plus par téléphone. Donc tout ça permet à un moment donné de recomprendre un petit peu un type de situation. Voilà, parce que on a renforcé les équipes aussi dans les hôpitaux, dans les commissariats et dans les casernes, parce que n'arrivant pas à vous joindre, on peut avoir le réflexe d'aller directement sur site pour être pris en charge. Une dernière chose, Éric Brocardi, on est en plein débat sur l'instauration d'un numéro unique pour appeler le SAMU, les pompiers, la police, donc suppression pour faire court du 15, du 17 et du 18 au profit du 112. Ça divise la communauté des forces d'intervention d'urgence. Certains urgentistes sont pour, d'autres contre. J'entendais ce matin l'un d'entre eux qui disait « ça aurait été pire avec un numéro d'urgence ». Est-ce que vous partagez un numéro unique d'urgence? Est-ce que vous partagez cette analyse? Vous savez, ça serait prendre des raccourcis beaucoup trop vite que de dire s'il y en aurait eu un seul numéro de téléphone, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Mais néanmoins, quand vous faites le constat et que vous regardez la carte de France d'un point de vue national, vous allez avoir par département 3 numéros, que ce soit le 15, le 17 ou le 18, qui vont être remplacés par des numéros à 10 chiffres. En plus de ça, vous les alignez sur l'ensemble du territoire national, donc ça fait plus de 300 numéros qui ont été délivrés. Si quand bien même on aurait eu un seul numéro unique, le 112, le 112, qui ont été remplacés par un seul numéro d'urgence à 10 chiffres, même si ça serait tombé, ben vous comprenez qu'on n'aurait communiqué que sur un seul chiffre. Quand vous regardez les communications qui ont été faites, il fallait regarder sur le SAMU, il fallait regarder sur les pompiers, il fallait regarder sur la police et la gendarmerie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a montré cette situation-là? C'était qu'on était à un moment donné dans la capacité de se réunir autour d'un process opérationnel dans une situation dégradée. Et quand je dis tous, ce sont les sapeurs-pompiers, le SAMU et la police et la gendarmerie, de manière à pouvoir toujours obtenir une réponse opérationnelle. Quand on parle d'articulation autour du préfet, qu'est-ce qu'il fait de manière concrète? Il réunit l'ensemble des forces de sécurité intérieure et des forces de secours, évidemment, pour permettre à un moment donné de s'orienter et de pouvoir prendre un axe de travail dans une situation de crise. Quand vous avez tout le monde dans une même pièce, derrière un seul et même numéro, que l'on affiche un numéro à 3 chiffres ou que l'on affiche un numéro à 10 chiffres, tout le monde va dans son même sens et personne ne perd ses prérogatives. C'est ça le plus important à dire. C'est-à-dire que quand bien même ceux qui redoutent la peur de la disparition du 15 dans ce genre de situation politique, je tiens à le dire, et stratégique, c'est tout simplement une erreur. C'est
quelque part un déplacement très, très clair et très concret pour être le plus simple vis-à-vis de la population, de rassembler tout le monde dans une seule et même pièce et de pouvoir mieux communiquer au lieu de transiter par des coups de téléphone à gauche à droite pendant qu'on reçoit aussi des appels au niveau d'urgence. Donc ce que je tiens à rajouter, si je peux me permettre encore une fois, c'est qu'aujourd'hui les pays anglo-saxons, quand ils sont organisés tel à New York, tel à Londres ou autre, ou tout simplement aussi dans les pays comme l'Espagne, et je prends Madrid par exemple, quand ils sont organisés en salle unique, le problème ne se pose pas. Jeudi toujours, nous découvrions aussi ce bateau publicitaire qui fait polémique au large de Cannes. Les explications sont signées Alexis Ricard. Si vous êtes sur la plage, votre regard sera peut-être accroché par ce bateau un peu spécial. À 300 mètres au large, un écran géant de 32 mètres carrés affiche des publicités. Pour voir ce navire de plus près, direction la Marina de Mandelieu. Le propriétaire nous présente son bateau, un concentré de technologie. On est à peu près à 95% recyclable, fabriqué en France. L'innovation tient dans cet écran géant à LED, pliable d'un côté comme de l'autre. L'affichage est pilotable à distance, en clair, une version moderne des avions publicitaires. Voilà, quand on veut afficher tout sur bâbord, bâbord. Quand on veut afficher tout sur tribord, on appuie sur top, tribord. Jean-Pierre Neuvoré défend son business, il met l'accent sur les contreparties utiles que son modèle économique propose. C'est vrai que c'est un écran, bon au niveau esthétique, bon, je peux le concevoir, mais en dehors de ça, il faut regarder sur l'aspect esthétique, il y en a pour 5 minutes qui passent, ce qu'il peut apporter d'intéressant. Donc on a apporté un système de filet qui est sous le bateau, qui descend à 40 cm de profondeur jusqu'à 2 mètres de large, et tous les déchets flottants, les ramasser. Une activité parfaitement légale, ce que reconnaît la préfecture maritime malgré un désaccord sur le principe et un manque de cadre juridique. On a poussé à la préfecture pour que les travaux de la loi climat et résilience, dont les discussions sont en cours, puissent intégrer un volet sur la publicité en mer. Aujourd'hui, le texte principal qui nous permet de parler de la publicité en mer est un décret de 1929. Vous imaginez bien que c'est inadapté à la situation actuelle. De son côté, la mairie de Cannes s'est aussi prononcée contre ce bateau publicitaire qu'elle qualifie de pollution visuelle. Elle pointe du doigt également le manque de cohérence par rapport aux législations liées à la publicité terrestre notamment. Sans modification de la loi, pas de recours. Le bateau publicitaire pourra donc sillonner le large de la Côte d'Azur tout l'été. Et beaucoup moins de polémique avec cet autre bateau, le bateau qui va mener de jeunes explorateurs jusqu'au Groenland. La mission s'appelle Nerivik. C'est une mission, vous allez le voir, environnementale, mais aussi sociale. Thomas Bernabé. Ils sont jeunes, ils sont motivés et ils ont le sourire aux lèvres. C'est bien normal car c'est un grand jour pour l'association Nerivik, une association d'éducation par la mer, comme ils aiment à se définir, et qui ambitionne de réaliser des expéditions autour du globe. L'idée, c'est de mettre en place des expéditions à la voile pour réaliser des missions d'études de l'environnement et de l'océan et d'embarquer à bord des jeunes qui viennent de milieux défavorisés et qui participent avec nous à la mission et qui sont intégrés à l'équipage. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille à la préparation de la première mission de cette expédition qu'on appelait la mission Nerivik. Et donc cette mission, ce sera une expédition autour de l'Atlantique Nord qui va nous mener jusqu'au Groenland, et au cours de laquelle on va étudier la pollution plastique en mer et on va également étudier les courants et des populations de plancton et aussi déployer des bouées pour Météo France, des bouées dérivantes. Mais voilà, avant de prendre la mer, il faut évidemment trouver une embarcation. Ce matin, la jeune équipe s'est ainsi rendue au large des côtes toulonnaises afin de réceptionner le Bernic, un ketch avec une coque en acier. Dès l'approche du navire, l'émotion était palpable. Ça fait des mois qu'on en rêve, qu'on le voit en photo, ça fait des mois qu'on réfléchit à comment on va le préparer. Et là, c'est vraiment un grand moment. Ce bateau était stationné en Grèce et a dû être récupéré par une partie de l'équipage. 13 jours de voyage auront été nécessaires pour rapatrier le voilier. Un bon exercice pour se familiariser avec ce bâtiment et connaître ainsi la montagne de rénovation effectuée avant de le faire naviguer dans les eaux glacées du Groenland. C'est un vieux voilier qui marche bien, mais comme il est vieux, il y a beaucoup de matériel qui est un peu ancien. Donc par exemple là sur le voyage, on a cassé plusieurs poulies, on a cassé des drisses, il y a une écoute qui est un peu faiblarde. Donc on va devoir surtout remplacer des choses, parce que dans l'état actuel, le bateau est à peu près prêt. Mais après c'est vrai que c'était un bateau qui était aménagé pour les mers du sud. Donc voilà, il n'y a pas de chauffage dedans, il y a plein de trucs à aménager pour le Groenland et le froid notamment. Donc il y a pas mal de travail et sur le moteur aussi il y a un peu de rénovation à faire parce que c'est un vieux moteur et que c'est quand même un élément important du bateau, quoi.
Le mois prochain, le Bernic sera mis à terre afin de subir toutes les rénovations et transformations nécessaires. L'équipage, quant à lui, prendra la mer en direction du Groenland en octobre prochain pour une mission qui devrait durer 1 an au total. L'actualité de vendredi à présent est l'installation d'un groupe de gens du voyage sur un terrain privé de Puget-sur-Argence. C'est dans le Var, une installation qui a fait beaucoup de bruit, la communauté ayant refusé toute négociation. Alexis Ricard. Depuis jeudi, ces 120 caravanes sont installées sur ce terrain privé à Puget-sur-Argent. L'arrivée des gens du voyage a engendré des tensions. Les tentatives de négociation ont tourné court. Nous les avons bloqués, mais ils nous ont bloqué les accès forcément. Et ensuite, la négociation a été un petit peu ardue dans la mesure où on ne peut pas dire qu'on peut négocier avec ces personnes-là. On peut essayer de transiger. Il y avait des solutions. Et nous sommes régulièrement envahis. Le terme n'est pas trop fort, régulièrement envahis par des cohortes de gens du voyage. Hors de question pour ces nouveaux arrivants de se rendre à l'aire de Grand Passage de Fréjus, pourtant situé à quelques kilomètres de là. Les lieux seraient insalubres et pas suffisamment enherbés. Nous leur avons proposé effectivement l'aire de Grand Passage qui se trouve à Fréjus, qui est ouverte, qui n'est pas insalubre contrairement à ce qui a pu être dit, et qui était prête à les accueillir. Et ils se mettent où ils ont envie de se mettre, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui sur Puget. Alors je plains Monsieur Pic qui est propriétaire, parce que 120 caravanes sur un terrain, ça fait du dégât. Face à l'impasse des négociations, la commune prévoit d'installer une benne à ordures à disposition des gens du voyage. En raison de la législation européenne, la France a interdit la vente de cannabidiol sous sa forme brute, c'est-à-dire les fleurs de CBD, ce dérivé du cannabis. Une décision qui perturbe ce commerce très florissant, notamment dans le département du Var. Vous voyez ce reportage de Thomas Bernabé. Un effet relaxant, un goût pratiquement similaire mais sans les risques d'addiction, c'est la promesse du CBD. Philippe, consommateur de THC durant 26 ans, a pu se sevrer de cette drogue grâce à cette molécule, une libération pour cet homme qui a pu retrouver une vie normale. Je vais beaucoup mieux, je suis totalement métamorphosé, je me retrouve moi-même, je n'ai plus de symptômes de manque. Et puis j'ai avancé au niveau de ma vie, au niveau du travail, au niveau de l'aspect social. J'ai avancé sur plein de choses et c'est un effet extrêmement bénéfique sur moi. Aujourd'hui, Philippe appréhende l'interdiction de la vente sous forme de fleurs par peur de replonger dans ses travers. J'ai très peur de replonger parce que là je suis dans une dynamique positive. Je suis en train de me guérir progressivement, étape par étape. Et j'espère que ça va continuer, j'espère que ça va évoluer, que les mentalités vont évoluer et qu'on va arriver vers quelque chose de sensé, d'encadré et de cohérent. Une vision partagée par ce vendeur spécialisé. Si sa boutique fait la part belle à toutes sortes de produits dérivés du CBD, les anciens fumeurs de cannabis plébiscitent pour la plupart sa consommation sous forme de fleurs. Le fait d'interdire maintenant la fleur de CBD, qu'est-ce qui va se passer ? Ces gens-là vont se retourner de nouveau vers le marché noir du cannabis, j'ai envie de vous dire, et ça va de nouveau alimenter les trafics dans les cités. Donc je ne sais pas si c'est ce que la France, c'est ce qu'elle veut ou pas, j'ai du mal à comprendre. Le CBD n'en a pas fini de faire parler de lui. La France a souhaité interdire sa vente, mais il y a quelques mois, la Cour de justice de l'Union européenne l'en a empêché. La France envisage à présent d'interdire son usage sous forme de feuilles et de fleurs. Le CBD est bel et bien du cannabis, mais dépourvu de sa substance psychotrope, d'où le flou juridique autour de ses dérivés. Pour cet addictologue, le CBD est bel et bien un moindre mal. C'est une vraie réduction de risque que de passer sur du CBD. Alors après, il faut voir aussi comment il est utilisé, s'il est fumé, s'il est utilisé en infusion, s'il est utilisé en inhalation, etc. Donc ça, c'est la chose qu'il faut voir avec eux. Mais effectivement, c'est toujours moins nocif que du THC s'il n'est pas fumé. Si la France venait à restreindre l'usage du CBD, les commerçants spécialisés ne comptent pas se laisser faire. Certains envisagent de se réunir afin de pouvoir monter des actions en justice si nécessaire. La date du Grand Prix de France se rapproche à grands pas. Ce sera le 20 juin prochain sur le circuit du Castellet, du côté du Var. L'organisation, en attendant, organise une série d'animations, notamment à l'attention des lycéens. Illustration à Toulon avec Marion Colangelo. À l'aide de quel dispositif les pilotes empêchent-ils une grande quantité de particules d'être respirées ? Et ce sera une bonne réponse pour Maëlys lors de ce jeu de loi consacré au monde de la Formule 1. Pendant 5 minutes avant de jouer,
On a 3 fiches qui est un renseignement sur 3 métiers de la Formule 1 et après on avait des questions à faire pour gagner un point et on avait un lait pour lancer. Et plus on arrivait loin, plus on arrivait à la ligne d'arrivée et gagner. Un jeu pédagogique pour ces élèves du lycée Rouvière de Toulon, l'occasion d'aiguiser leur curiosité pour ce sport mécanique. Bonne réponse. C'est très intéressant, c'est réaliste. Et puis ça nous permet d'apprendre des choses. Par exemple, pour faire pilote de Formule 1, il faut d'abord passer par la Formule 4, puis la 3, et la 2 et enfin la 1. Puis vient le moment de s'essayer à la conduite sur le simulateur. Les lycéens découvrent qu'être pilote de Formule 1, c'est d'abord une histoire de sensations. Quand on touchait le mur, il y avait la sensation de vibration. Quand on passait sur les vibreurs, ça vibrait aussi. On avait le droit aussi au vrai volant. Pour cet élève habitué des jeux vidéo automobiles, l'expérience est complète. C'est très intéressant. Ça permet de découvrir le monde de la Formule 1 autrement que derrière un jeu vidéo, en disant on est tout le temps le pilote, on est tout le temps le privilégié. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir les métiers en dehors du pilote. Donc c'est bénéfique. Autant d'activités qui, dans le cadre du Grand Prix de France, sont renouvelées dans de nombreux établissements. L'objectif, faire découvrir et peut-être même créer des vocations chez certains. Ils connaissent souvent le métier de pilote, donc on répond aux questions sur comment on devient pilote, est-ce qu'on doit suivre des formations, comment on commence, en karting. Donc on répond à cette question et puis on leur présente tous les métiers qu'il y a autour, la constellation de métiers, data scientist, ingénieur, mécanicien, stratégiste, physio, enfin tous les métiers qui peuvent entourer le pilote ou l'écurie pour peut-être, on l'espère, créer des vocations. Le tout accompagné d'un atelier sécurité routière pour ne pas perdre de vue les dangers liés à la conduite et à la route. Et pour terminer cette émission, retour sur un partenariat qui se renouvelle dans les Bouches-du-Rhône. Un partenariat entre le club de foot de l'AS Mazargues et l'Olympique de Marseille. L'idée, c'est bien entendu de favoriser la détection de jeunes talents. Lucas Licata-Caruso. 13, parce que ça représente Marseille. Club centenaire et partenaire. Club centenaire. L'AS Mazargues souffle cette année sa 100e bougie. En présence de Pablo Longoria, le club amateur renouvelle son partenariat avec l'Olympique de Marseille, une proximité à laquelle tient particulièrement le président de l'OM. C'est toujours efficace dans les moments qu'on peut créer tous les liens avec tous les clubs de la région ou des clubs en ville, spécialement parce que nous ne sommes pas légitimés à faire du football ou faire des recrutements à niveau national ou international dans les jeunes si on n'a pas le pouvoir de pouvoir attirer les meilleurs joueurs de Marseille et bien coopérer à développer le football amateur ici en ville, ici dans la région. L'AS Mazargues fait partie de l'un des 20 clubs partenaires de l'Olympique de Marseille, un partenariat OM Next Generation qui dure depuis plus de 4 ans. C'est devenu une priorité pour le club. C'est devenu une priorité pour le club. Aujourd'hui, le foot amateur connaît des difficultés et aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir un partenariat avec l'Olympique de Marseille, je peux vous garantir que c'est pas mal. Il aurait signé, il n'y a pas très longtemps, un stagiaire pro. Donc, bravo. Grâce à ce projet, Naïm, ce jeune milieu de terrain, a pu signer un contrat de stagiaire pro à l'Olympique de Marseille, une fierté pour le club mazarguais. Naïm, il est arrivé chez nous en U13, il a fait 2 années de 14 et 15, il a été vu à l'époque par les... On l'a signalé à l'Olympique de Marseille en 14 en disant qu'on avait un joueur qui avait un potentiel exceptionnel. Et il a été vu en 14, suivi en 15, et en 15 il a signé un ANS. Puis aujourd'hui, vous voyez, la satisfaction, stagiaire pro, c'est voilà, c'est pas fini, hein, c'est que le début. Mais c'est beau, pour un petit qui arrive de la Busserine, c'est magnifique, quoi. Une belle histoire qui devrait faire rêver encore plus la nouvelle génération. Et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dès lundi pour le retour du Grand Direct.